La Nubie misérable. Ces mêmes hiéroglyphes témoignent du pillage des richesses de la Nubie par les Égyptiens. Or, ivoire, peau de singe et de léopard et, bien sûr, bétail. Les lutteurs nubiens étaient même envoyés en Égypte pour se donner en spectacle, comme des gladiateurs. Cette représentation des Nubiens sous les traits d'un peuple barbare, orchestrée par la propagande égyptienne, a perduré pendant des milliers d'années. Même le nom actuel de Nubien est péjoratif. Dans un vieux dialecte local, le mot Nuba signifie esclave. Ce soir, Mahmoud et moi assistons à une cérémonie musulmane soufie au Djebel Barkal. Les fidèles honorent les rites instaurés par un cheikh local, inhumé dans un sanctuaire au pied de la montagne sacrée. La mystique soufie a accéléré la conversion à l'islam du Soudan à la fin du Moyen-Âge, en adaptant certaines traditions culturelles régionales. Bien que la cérémonie soit islamique, il en émane des impressions fugitives d'usages religieux plus anciens. Dans la clarté de l'aube, au sommet de la montagne, avec vue sur le temple égyptien et le sanctuaire soufi, je suis saisi par le sentiment de continuité qui semble régner ici. On sent que c'est un lieu à part. Quand j'entends les soufis jouer ces rythmes répétitifs, je repense au gong. Ces récitations de prières, ces incantations, ces pensées convoquent des choses qui remontent à plusieurs générations, à plusieurs millénaires, et qui sont restées chères au cœur des habitants de ce pays. Les événements qui ont suivi l'occupation égyptienne illustre effectivement la résistance de la civilisation nubienne. La Nubie ne resta que quelques siècles sous la domination de l'Égypte. Puis, selon Mahmoud, les Nubiens se seraient vengés de leur envahisseur. Au milieu de ces majestueux vestiges égyptiens, j'avoue que j'ai du mal à le croire. Ce temple fut construit en 700 avant Jésus-Christ par un souverain nubien du nom de Taharqa. Mais celui-ci était aussi un pharaon d'Égypte, issu d'une dynastie qui régna pendant un siècle sur un territoire allant du Haut-Nil à l'actuel Liban. Pour honorer l'unification de ces deux royaumes, dans le sanctuaire du temple, il plaça d'un côté les dieux nubiens, de l'autre les dieux égyptiens. De découvertes récentes, ces statues reflètent à la fois la fierté et l'ambition des Nubiens.
Il régnait sur l'ensemble du territoire nubien jusqu'en Égypte, au nord. D'où les deux serpents qui ornent leur parure de tête. Un pour la Nubie, l'autre pour l'Égypte. Et la preuve qu'ils constituaient une menace pour les Égyptiens, c'est qu'on leur a coupé la tête. Même s'il n'a pas réussi à asservir les Égyptiens, le royaume de Nubie a perduré durant des siècles, enterrant ses rois dans des pyramides, comme les pharaons. On trouve d'ailleurs au Soudan plus de pyramides qu'en Égypte. Pour autant, leur forme est différente. Il ne s'agit donc pas de vulgaires imitations. Bien au contraire, c'est au tour des Nubiens d'afficher leur nouvelle splendeur. Mais ils doivent affronter un autre ennemi. À l'époque de Taharqa, en 700 avant notre ère, les températures ne cessent d'augmenter. Le désert a déjà englouti Kerma et atteint désormais le Djebel Barkal. La montagne sacrée reste un centre religieux, mais face à l'avancée du désert, la capitale du royaume de Nubie est transférée à 560 km au sud, en amont du Nil, à Méroé. Palais et temples témoignent de la renaissance de l'empire nubien à Méroé, jadis une ville entourée d'une végétation luxuriante. La civilisation méroïtique connaît son apogée entre 700 avant Jésus-Christ et le 4e siècle de notre ère. Bien que l'influence égyptienne soit indéniable, certains objets évoquent des croyances typiquement nubiennes. Ainsi, la forme de ce temple s'inspire de l'architecture des pharaons. Mais les motifs qui ornent ces murs expriment une vision du monde qui n'a rien d'égyptien. En 200 avant Jésus-Christ, le dieu égyptien Horus est relégué au dernier rang. Amon lui-même se retrouve au deuxième plan, derrière un dieu guerrier nubien, Apadémak. Celui-ci a un rang plus élevé et il est représenté en train de remettre le symbole de la souveraineté au roi de Nubie. Mahmoud me conduit sur un site remarquable du Soudan. La nécropole dans laquelle les rois de Nubie étaient inhumés à l'intérieur de leurs pyramides. Ici encore, tout indique un retour au mode de vie traditionnel. On voit deux rangées de bétail, en haut et en bas du mur. Il y a toute une rangée de bovins qui va de droite à gauche. Si on en croit l'échelle des dessins, les vaches étaient plus importantes que les hommes. 700 ans après être tombés sous le joug de l'Égypte, les Nubiens de Méroé semblent avoir renoué avec leurs véritables racines africaines. Des racines qu'ils partagent encore aujourd'hui avec d'autres peuples du sud de l'Afrique. Il est temps de quitter les ruines et de visiter la partie habitée de Méroé. On nous a trouvé un mode de transport royal. C'est à Méroé-ville que Mahmoud effectue le plus gros de ses recherches. Sa spécialité est l'histoire du commerce du fer. De nombreux procédés anciens ont traversé les siècles.
On forge le métal en fusion depuis des milliers d'années. Pour fabriquer des outils agricoles, par exemple. On suppose que la métallurgie du fer est née en Afrique, au plus tard durant le premier millénaire avant notre ère, ce qui correspond à peu près à l'âge du fer en Europe. Plusieurs archéologues pensent que la technique de la fabrication du fer a été inventée ici, à Méroé, avant de se répandre dans le reste de l'Afrique. Certains surnomment même Méroé le Birmingham de l'Afrique antique. Méroé devient un centre industriel d'une relative importance, qui produit du fer en grande quantité. Le royaume de Nubie n'est pas du tout le pays barbare décrit par les auteurs de l'Antiquité. Au IIe siècle avant notre ère, l'écriture s'y développe. Mais si les chercheurs en ont depuis longtemps déchiffré l'alphabet, la langue elle-même reste incompréhensible. Nous savons cependant que cette civilisation africaine a existé pendant 3 millénaires et qu'elle égala celle des pharaons. On pense que Méroé a pu se développer librement durant tout ce temps grâce au désert au nord qui protégeait la ville d'une invasion des Égyptiens, ses seuls véritables ennemis. Mais le désert poursuit son inexorable avancée. Après les Nubiens de Kerma, victimes du changement climatique, ceux de Méroé sont frappés à leur tour par la disparition des pâturages. Des animaux adaptés aux conditions désertiques font leur apparition. Les dromadaires sont domestiqués en Arabie dès le premier millénaire avant Jésus-Christ. Leur introduction plus tardive en Nubie coïncide avec l'émergence d'une nouvelle culture dans le Sahara oriental. Mahmoud pense que le déclin de Méroé est dû à l'abandon de ses routes de commerce par les nomades. Cette caravane se dirige vers les grands marchés de dromadaires en Égypte du Sud. S'agit-il de descendants des Nubiens? Ou bien certains ont-ils émigré plus au sud en quête d'eau et de pâturage? Qu'est devenu le peuple de Nubie? Je me rends dans le sud pour le découvrir. C'est magnifique toute cette verdure. Ça rappelle Kerma à son âge d'or. Pas seulement les habitations ou le mode d'agriculture, mais ce paysage, cette végétation. À 1100 km au sud de Kerma, l'agriculture bénéficie encore de précipitations régulières. La frontière entre terres arides et fertiles est restée une source de conflits, comme au temps des Égyptiens et des Nubiens, il y a 3500 ans. Ce sont des véhicules de l'ONU qui partent pour le Darfour. C'est incroyable de constater que cette région est toujours agitée par les mêmes problématiques de nourriture, de ressources et de pouvoir. Les récents combats au Darfour, dans l'ouest du Soudan, ont pour principale origine les terres et les droits de pâturage que se disputent nomades et fermiers. De tout temps, les hommes se sont battus pour ces terres. L'histoire se répète d'un siècle à l'autre. Voici les monts Nuba. La tribu qui vit là pense qu'elle descend des habitants de l'ancien royaume de Nubie. Je suis avec Shaza Rahal,
qui a fait ses études en Grande-Bretagne et qui appartient à une famille locale régnante. Son oncle est le chef du village. Je suis accueilli comme un invité de marque. Mes hôtes exécutent une danse ancienne. Moi, je préfère m'abstenir. Je ne sais pas danser ça. أنا اسمي محمود إبراهيم تولي. Il dit qu'il descend d'une dynastie royale et que les Nubas sont arrivés ici il y a très longtemps. Combien de temps à peu près? الكلام ده يعني الحروب بتاع Environ 300 ans. Les Nubas seraient originaires d'une région située près de Méroé, à plus de 800 km d'ici. J'ai hâte de découvrir s'il existe un rapport entre les habitants de cette région, les Nubas, et l'ancienne Nubie. Cet endroit a-t-il un lien avec la mythologie nubienne? هم النوبيان في مصر والنوبة في الشمال والنوبة في الجبال كلهم واحد يتفرقوا. Il s'agit d'un seul et même peuple qui s'est tout simplement dispersé. Certains sont restés en Égypte, d'autres ont immigré au Soudan. الباقي فضلوا وين في مروي. Le reste est parti à Méroé. La seule différence est la couleur de leur peau, mais ils partagent la même langue et les mêmes coutumes. Ces hommes sont-ils vraiment les descendants de l'antique civilisation de Nubie, distante de 800 km et vieille de 2000 ans? Malgré cet éloignement dans le temps et l'espace, on perçoit comme des échos de ce passé depuis longtemps révolu. Les jeunes gens continuent de pratiquer le sport national le plus prestigieux, la lutte. Et si l'on en croit les reliefs que Mahmoud nous a montrés au Djebel Barkal, ils le pratiquent de la même façon qu'en 1500 avant notre ère. Même position, même prise. Mais cette découverte a un prix, je dois m'y coller. C'est incroyable. C'est exactement pareil que les lutteurs représentés dans les hiéroglyphes égyptiens. Naturellement, ces similitudes pourraient n'être que le fruit du hasard. Si l'héritage de l'ancienne Nubie existe réellement, il doit se manifester à travers des aspects plus pragmatiques de la vie des Nubas. La Kambala est la danse la plus importante des Nubas. Elle se pratique lors des cérémonies d'intégration des adolescents dans la tribu. La parure de tête est un crâne de vache. Ce qui m'inspire la réflexion suivante. Autour du tumulus de Kerma, on a retrouvé 5000 crânes de bovins comme ceci. Peut-être s'agissait-il de parures de tête apportées par des danseurs pour les funérailles de leur roi.
Plutôt convaincant, non? L'ancienne civilisation de Kerma est littéralement ressuscitée. Les femmes entonnent des chants parlant du bétail. Les hommes perpétuent les usages anciens. Cette danse formidable est la synthèse de tout ce que j'ai vu au cours de mon voyage. L'héritage culturel existe. Il s'exprime à travers des traditions liées au bétail, à la lutte et aux légendes sur une ancienne patrie. D'un autre côté, comment être certain de la parenté entre les Nubas et les anciens Nubiens? Le couronnement de notre expédition serait de trouver un élément confirmant ces liens. Mais le plus important reste les preuves que nous avons récoltées de l'existence d'un empire indigène de Nubie qui a existé pendant plusieurs siècles. La Nubie n'était pas une contrée barbare, oubliée de la civilisation. C'était une puissance à part entière, avec son propre modèle de société, qui a égalé la civilisation des pharaons d'Égypte. Le royaume de Nubie n'a pas résisté au changement climatique. Mais sa conception du pouvoir, de la richesse et de la dignité royale résonne encore dans l'Afrique d'aujourd'hui.